Elle s'appelle Eva Braun. Elle est la maîtresse d'Hitler. Elle fait sa gymnastique au bord d'un lac de montagne, pendant que des millions de victimes de son amant agonisent dans toute l'Europe. De 1937 à 1944, Eva Braun tourne des films d'amateurs exceptionnels. Il nous faut entrer dans les coulisses du Troisième Reich, au Berghof, le chalet d'Hitler, véritable centre de décision du nazisme. Ces documents uniques seront une prise de guerre des services secrets alliés en 1945 et serviront de pièce à conviction pour les grands procès des dignitaires du régime. Nous avons, pour la première fois, réuni tous ces films. Nous vous les montrons après un long travail d'identification jamais réalisé jusqu'ici. Eva Braun, témoin capital de la vie intime d'Hitler. C'est encore la paix, ou plutôt l'avant-guerre. Berchtesgaden, station de montagne près de Munich, au sud de l'Allemagne, dans les Alpes de Bavière. Le Berghof est à quelques kilomètres. C'est ainsi qu'Hitler l'a baptisé, le Havre de la montagne. Le décor du film d'Eva Braun, c'est la terrasse où Hitler reçoit et parfois se repose. Il est le maître absolu de l'Allemagne depuis maintenant 4 ans. Eva Braun, à droite, en reflet dans la vitre, le film sans arrêt. Elle croit qu'un jour Hollywood se servira de ses plans pour une superproduction sur le Führer. Elle est à un poste d'observation inégalable. Mais qui filme-t-elle? Qui sont les personnages de la terrasse? L'ami intime, Max Amann, le seul qui tutoie Hitler. Il était avec lui dans les tranchées pendant la guerre 14-18. Il l'aide maintenant à dévorer le monde. Jamais très loin, le médecin personnel d'Hitler, l'énigmatique Dr Morel. Le secrétaire particulier d'Hitler, Martin Bormann, espion servile de l'entourage. Le photographe personnel d'Hitler, Heinrich Hoffmann, il joue un rôle essentiel auprès du Führer. Il le connaît depuis longtemps, ils se sont rencontrés après la Grande Guerre. Hoffmann est de toutes les grandes occasions. Il virevolte avec son appareil pendant qu'Eva Braun filme. Hoffmann prend 5 millions de photos d'Hitler qui seront aussi capturées en 1945 par les Alliés et utilisées dans les procès et les livres d'histoire. Être si près du Führer est un grand honneur, et chacun s'empresse de lui obéir et de lui plaire. Son conseiller diplomatique, Walter Evel, à droite, montre à Hitler et au sculpteur Arno Breker la dernière caméra américaine, un cadeau pour Eva Braun. Mais la pellicule est allemande, c'est de l'Agfacolor 16 mm, superbe. Tous se laissent filmer. Ces personnages historiques comme l'architecte Speer, ici au centre du premier cercle des intimes. Tous ont la consigne de ne jamais parler d'Eva Braun. Elle est la maîtresse du Führer, mais secrète. Il lui fait des baisements cérémonieux comme à toutes les femmes qu'il rencontre. Personne ne doit en parler, le personnel doit rester discret, le public ne doit pas savoir. Elle est officiellement une secrétaire parmi les autres, mais avec un meilleur salaire, 1000 marks, dans les 4000 € par mois. Lorsqu'elle tourne ses films d'amateurs, c'est pour justifier sa présence.
auprès du Führer. Nous sommes en 1937. Hitler passe déjà beaucoup de temps au Berghof. Eva Braun le filme en le glorifiant, sans se soucier de ce qu'il fait ni de ce qu'il prépare. Pour elle, Hitler est un homme affectueux et attentionné, avec qui elle partage l'amour des animaux. Hitler est lié par un sentiment très fort envers sa chienne Blondie, berger alsacien. Il la tuera en 1945 pour tester l'efficacité de la capsule de cyanure avec laquelle il se suicidera. Il y a des chiens partout, soignés par une nombreuse domesticité. Eva Braun et Hitler ont des chambres séparées. Elle ne doit pas appeler le poste 600, celui de la chambre du Führer. C'est lui qui appelle. C'est lui qui décide. Car l'obsession de domination d'Hitler s'exerce d'abord sur les femmes. Eva Braun doit lui être soumise. Hitler a dit « Il n'y a rien de plus beau que former une jeune fille. À 18 ans, 20 ans, les femmes sont malléables comme de la cire. Il est possible à un homme de la marquer de son sceau. La femme ne souhaite rien d'autre. Il ne veut pas l'épouser, il se proclame marié à l'Allemagne, à toutes les Allemandes, à toutes ces femmes qui s'évanouissent sur son passage. Elle crie « Heil Hitler !» dans l'extase intime ou en accouchant, indifférente au climat de haine qui se propage. Pour toutes les Allemandes, Hitler est célibataire. Mais y a-t-il eu des femmes dans sa vie avant Eva Braun ? Elles ont toujours occupé une place secondaire, il s'est surtout servi d'elles pour son ambition politique. Les femmes vont l'introduire dans les milieux de la haute bourgeoisie, de la finance et de l'industrie. Dès 1923, il courtise Winifred, la belle-fille de Wagner, son musicien préféré. Winifred Wagner est influente, antisémite, admiratrice d'Hitler. En privé, elle l'appelle Wolfie, mon petit loup. Hitler garde ses distances mais entretient la relation. Elle va l'aider lorsqu'il se retrouve en prison pour 1 an après l'échec du putsch de 1923. Winifred Wagner lui fait passer dans sa cellule le papier sur lequel il écrit « Mein Kampf », « Mon combat », fondation du nazisme, bréviaire de la haine. Haine contre la France, à qui il veut faire payer le traité de Versailles, haine contre le marxisme et surtout haine contre les juifs. Pour Hitler, il y a 2 catégories d'hommes, la race supérieure, les Germains, et les races inférieures, les Noirs, les Jaunes, les Slaves. Les Juifs, eux, n'entrent pas dans l'espace humain. Ce sont des bacilles qu'il faut éliminer, comme tous les microbes. Telle sera son épouvantable mission. Hitler sort du rang. Tout au long des années 20, il crée, puis entraîne dans sa folie des hordes d'assassins, les SA et les SS, pour imposer son idéologie fanatique et raciste. Il s'y consacre entièrement. Il n'épousera personne. Pas même Winifred Wagner, qui continue à le soutenir. En 1929, en pleine lutte politique, Hitler vit à Munich et se détend avec sa nièce, Gélie, dont il est le tuteur. Elle a 23 ans, lui 40. Elle est magnétisée par cet oncle qu'elle trouve étrange et ambigu. Hitler la désire et semble jouer de perversité à son égard. Mais sa soif de pouvoir est plus forte et le ramène à son objectif, la conquête de l'Allemagne. C'est là que le photographe Heinrich Hoffmann
prend une place décisive dans sa vie. Il devient, en quelque sorte, son chargé de communication, une idée neuve en politique. Hoffmann est de tous les rassemblements nazis. Il développe le magnétisme d'Hitler sur fond de musique de Wagner. Hoffmann a une boutique dans le centre de Munich. En 1929, il cherche une secrétaire et passe une annonce. Une jeune fille se présente, Eva Braun, 17 ans. Elle sort d'une école religieuse, elle n'a aucune idée sur rien, sauf devenir actrice et aller à Hollywood. Hitler fait sa connaissance lors d'une de ses visites à son photographe. Il la remarque. Elle ressemble à sa nièce Geli, qui occupe toujours ses pensées. Eva Braun est fascinée par son aspect brutal, dominateur. Il se promène avec une cravache. Il dit « La foule est femme et les masses aiment à être dominées comme des épouses. » Hitler sait dompter la foule. Il hypnotise l'Allemagne. Il hypnotise la star de cinéma allemand de l'époque, Leni Riefenstahl. Il la voit dans son film Le Grand Saut. Il est attiré par son érotisme juvénile. Elle dit, de ses discours jaillit un jet immense, si puissant, si violent, qu'il atteindrait le sommet du ciel. Hitler lui fait aussi la cour, mais il ne songe qu'au pouvoir. Il refuse toute liaison sérieuse. Et pourtant, il continue à harceler et à séquestrer sa nièce Geli. Elle se suicide le 17 septembre 1931. Sans état d'âme, Hitler fait d'Eva Braun sa maîtresse, sur le canapé de son bureau. Quelques brèves étreintes qui s'espacent. Elle a perdu sa virginité, ce qui était capital à l'époque, et il a disparu. Elle fait une première tentative de suicide en 1932. Hitler lui offre un chien. Hitler sillonne l'Allemagne à toute vitesse, dans la première campagne électorale moderne, en avion privé. Eva Braun ne voit pas plus celui qu'elle appellera toujours, même dans l'intimité, Mein Führer. Il devient effectivement le Führer, le chef, chancelier d'Allemagne, le 30 janvier 1933. Quelques jours plus tard, le 12 février, Eva Braun atteint sa majorité. Il pourrait l'épouser, mais il s'en va. Il quitte Munich pour Berlin. En quelques mois, il impose sa dictature et crée les premiers camps de concentration. Commence alors la persécution des Juifs. La croix gammée, devenue avec lui le symbole de mort et le drapeau de l'Allemagne. Il fait de Leni Riefenstahl la réalisatrice du Troisième Reich et exploite sa ferveur et son talent. Elle lui donne le chef-d'œuvre de la propagande, le triomphe de la volonté. Ce film enracine le nazisme en Allemagne et lui fait gagner de nombreux adeptes dans le monde.
Le bruit court partout que Leni Riefenstahl est la maîtresse d'Hitler. Elle est invitée à New York. À son arrivée, un journaliste lui pose carrément la question « Êtes-vous la petite amie d'Hitler ?» Elle répond en minaudant « Oh, that is only a newspaper story. It is not true. » Just a newspaper yarn. Only a newspaper story. How long have you known Mr. Hitler? Oh, I know him since the year 32. 1 year before he would be Reichskanzler. Le 28 mai 1935, Eva Braun avale un tube de somnifère. Elle est sauvée de justesse. Pour la calmer, Hitler lui offre une petite maison à Munich. Elle y vit à partir de 1936 avec son chien. Elle reçoit sa famille à laquelle elle a d'abord caché sa relation. Son père, Fritz Braun, qui enseigne la menuiserie, est un protestant rigide. Sa mère, Franziska, parfaite femme au foyer, est catholique et réprouve les liaisons hors mariage. Ce couple d'Allemands moyens n'affiche pas un nazisme fanatique. Elle a 2 sœurs, l'aînée, Ilse, est l'assistante et secrètement la maîtresse d'un médecin juif qui parviendra à s'enfuir. La cadette, Gretel, est proche d'Eva Braun. Elle lui ressemble beaucoup. Eva Braun admire ses sœurs et veut leur prouver qu'elle peut accomplir son destin de femme, avoir un amant, se marier. C'est pour cela qu'elle s'est laissée séduire par Hitler. Pour lui, Eva Braun est le type même de la femme aryenne, saine, blonde et de race pure. Elle n'est pas juive, il a fait faire une enquête sur tous ses ancêtres. Elle n'est pas non plus suspecte de la moindre contestation politique. Restée très immature, elle ne pense qu'à s'amuser. En 1937, Eva Braun passe de plus en plus de temps au Berghof. Elle a réussi à s'imposer comme la maîtresse en titre. Peu à peu, elle se constitue une nouvelle famille. Elle se rapproche de l'épouse du docteur Morel, qui devient sa deuxième mère. Eva Braun détend l'atmosphère du Berghof. Elle est très sympathique, très gentille avec nous, écrit dans ses mémoires l'un des SS de la garde. Hitler a peur de la solitude. Il a besoin d'être entouré. Il a transformé le Berghof pour y recevoir sans arrêt des invités. Eva Braun est l'hôtesse souriante. Il semble qu'Hitler ait trouvé en Eva Braun la partenaire idéale. Il a confiance. Elle ne l'égorgera pas pendant son sommeil. Mais quelle est la nature exacte de leur relation ? La vie sexuelle d'Hitler a-t-elle été influencée par les sévices corporels que lui aurait infligé son père ? Par l'amour exagéré qu'il a porté à sa mère ? Par les aventures impossibles de sa jeunesse pauvre et désespérée. Divers indices sont troublants. Il ne supporte pas d'être touché, mais il aime caresser longtemps, trop longtemps, les bras des enfants, comme ici le fils de son ami Speer. Mais Speer lui-même, ses rapports avec Hitler sont ambigus. Avait-il une relation homosexuelle ? Pour certains historiens, Hitler est pédophile. Pour d'autres, sadomasochiste, avec des tendances cathologiques.
Pourtant, Eva Braun le filme comme un homme normal. Et sur le plan de la sexualité, elle ne se plaint jamais. Elle donne plutôt l'impression d'être satisfaite. Elle se procure des diaphragmes et les premières pilules contraceptives. Elle est fascinée, docile, complaisante, et prend toujours soin d'ignorer les crimes qu'Hitler est en train de commettre. Elle lui appartient. Pour elle, comme pour l'Allemagne, c'est un être exceptionnel. Elle est hypnotisée par ses yeux, toujours immobiles. En fait, il craint la lumière. Les attaques de gaz de la Grande Guerre en seraient la cause. Il porte des lunettes, mais seulement en privé. Il se sert souvent d'une grosse loupe. Eva Braun est troublée par la voix d'Hitler, différente de la manière dont il martèle ses slogans. Zurzeit vermord sind oder die Sümpfe sind und so weiter, dass wir die eben durch den Arbeitsdienst kultivieren. Elle est maintenant solidement installée dans l'intimité d'Hitler et dans le national-socialisme. Elle porte donc le costume traditionnel bavarois, l'élégance du terroir, éloignée de la sophistication de Leni Riefenstahl, qui dit alors d'Hitler « C'est normal qu'il soit avec elle, il préfère les femmes douces aux yeux de veau », comme Eva Braun. Mais c'est bien Eva Braun qu'Hitler a choisi. Elle va devenir le témoin privilégié des événements à venir. Le 13 mars 1938, Hitler réussit ce qu'il appelle l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, son pays natal. Les démocraties occidentales ne bronchent pas, ce qui va l'encourager au pire. Il se sent invincible. Il fait venir Eva Braun et il passe une nuit exceptionnelle à l'hôtel impérial de Vienne. Elle envoie une carte postale à sa famille, elle écrit « Je suis folle, folle de joie, folle d'orgueil ». Elle est la compagne d'un conquérant. Elle le filme quand il retourne dans sa petite école autrichienne. Il savoure ce moment unique et mesure le chemin parcouru. Le petit gamin souffreteux, le peintre raté, est maintenant comparé dans les livres scolaires à Frédéric II et Bismarck. Dès l'été 1938, il repart dans ses projets de conquête. Il veut continuer à intégrer ceux qui parlent allemand et qui vivent encore en dehors du Reich, comme les Sudètes, des Tchèques d'au-delà de ces montagnes. Dans le grand bureau du Berghof, avec son incroyable baie vitrée qui peut s'ouvrir sur les Alpes, Hitler envisage la meilleure stratégie, avec Göring, l'un des grands chefs nazis. La situation est moins simple que celle de l'Autriche. La Tchécoslovaquie est protégée par la France et la Grande-Bretagne. Réclamer une partie de son territoire comporte un risque de guerre. Mais les Français et les Anglais signent le 30 septembre 1938 les accords de Munich qui démembrent la Tchécoslovaquie. Hitler a réussi, mais il a frôlé la guerre. Il rédige un testament secret où la première et la plus importante disposition concerne Eva Braun. Une pension de 1000 marks par mois lui serait attribuée. Hitler prouve ainsi la place qu'elle a prise dans sa vie.
Il lui donne d'ailleurs une nouvelle preuve de considération en lui faisant aménager, à Berlin, un appartement dans la nouvelle chancellerie du Reich, construite par Speer, chef-d'œuvre de mégalomanie. Hitler se fait construire aussi un donjon sur le mont Kelstein, à 1800 mètres au-dessus du Berghof. C'est le nid d'aigle. Une folie au coût démesuré. Il a fallu percer dans la montagne un tunnel aux parois entièrement décorées de faïence dans lequel un ascenseur de métal doré monte 124 mètres. Il débouche sur ce cloître de pierre de taille où les dignitaires nazis amènent leurs enfants faire des cures d'altitude. Les grands criminels font beaucoup d'enfants, comme ils le recommandent à leur peuple. Ils feront de bons soldats, de bons SS. Gerda Christian, la secrétaire d'Hitler, s'assoit à la droite du Führer. À sa gauche, Eva Braun. Seuls les intimes ont le privilège de monter au nid d'aigle. Eva Braun invite sa famille. Si son père accepte enfin que sa fille puisse avoir une liaison hors mariage, sa mère, en bonne catholique, n'admet toujours pas, mais savoure la situation. Eva Braun les a prévenus. Soyez patients, le Führer a des responsabilités envers la nation. Le devoir sacré de tout Allemand patriote est d'accepter certains sacrifices. Hoffmann, qui est, bien entendu, de toutes les invitations, surveille du coin de l'œil. Speer est toujours aussi décontracté. Sa femme veille, avec Eva Braun, à ce que le salon du Führer soit toujours fleuri. Une journée dans le monde des nazis heureux. Hitler est dans la seule période calme de son existence, une sorte d'entracte. Il peut encore profiter de son pouvoir. Il roule en Mercedes, sa voiture préférée, lui qui n'a pas son permis, sur les autobahns, les autoroutes, fierté du régime, en avance sur l'époque, mais encore déserte. Hitler veut que chaque Allemand ait sa voiture. Pas une Mercedes, mais une Volkswagen, la voiture du peuple. La coccinelle, dessinée sur un coin de table par le Führer lui-même. Hitler inaugure encore des salons de peinture, fier d'avoir débarrassé le monde de l'art juif, remplacé par l'art nazi. Eva Braun n'est jamais de ces mondanités. Magda Goebbels, la femme du ministre de la Propagande, est la première dame du régime. Elle a épousé Goebbels pour être proche d'Hitler, dont elle est folle amoureuse. Elle est le modèle nazi de l'épouse allemande. Elle est blonde, elle fait beaucoup d'enfants, qu'elle assassinera tous au dernier jour du Reich. Alors qu'Eva Braun est toujours dans l'ombre, Magda Goebbels préside les œuvres de charité, inaugure le festival Wagner à Bayreuth, devenu le temple de la culture nazie. Magda Goebbels est la reine de cette nouvelle aristocratie de parvenus du régime.
Hermann Göring est l'un de ses parvenus. Ancien pilote de chasse, héros de la guerre, nazi de la première heure, désormais maréchal et chef de l'aviation, il possède une immense propriété au nord de Berlin, remplie de trophées de chasse et de tableaux de maîtres raflés aux Juifs. Il reçoit Hitler, mais pas Eva Braun, car ce morphinomane n'en est pas moins puritain. Il n'invite pas les maîtresses. Le 4 novembre 1938, le baptême de la fille de Göring est l'une des rares cérémonies religieuses auxquelles assiste Hitler. Eva Braun n'est pas conviée. Les mondanités, elle les fait chez elle, avec sa mère, sa sœur Gretel et ses amis dans sa maison de Munich. Comme tous les Allemands, ils ne savent pas que leur destin est scellé. Hitler déteste la paix. Il a mal vécu le soulagement des Allemands après les accords de Munich. Il veut retendre la situation, revenir à Mein Kampf. Il l'a écrit. Il est venu pour faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut la haine. Les Juifs vont servir à créer un nouveau climat de haine. Les choses s'accélèrent. Le 9 novembre 1938, Hitler et Göring ordonnent un immense pogrom qui portera ce nom sinistre, la nuit de cristal. Pour faire croire à un mouvement spontané, des SS en civil incendient 2000 synagogues et magasins juifs dont les vitrines se brisent dans un bruit de cristal, ricanent les nazis. 2500 victimes, 35 000 juifs déportés à Dachau et Buchenwald. C'est le premier acte terrible de l'Holocauste. Depuis 1933, les nazis ont inventé toutes sortes de vexations et établi un véritable apartheid. Mais l'émigration n'est pas facile, devant l'égoïsme et la dureté des nations occidentales qui limitent les visas pour les juifs. Au Berghof, Eva Braun filme l'arrivée de l'envoyé spécial du roi Ibn Saoud d'Arabie, qui s'oppose à l'établissement des Juifs en Palestine et apporte son soutien au nazisme. Le mécanisme infernal est enclenché. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Le 15 mars 1939, Hitler envahit ce qui reste de la Tchécoslovaquie au mépris des accords de Munich. Il est clair maintenant que les hommes qui sont près de lui sont investis d'une mission de meurtre. Himmler et Heydrich qu'Eva Braun filme sur la terrasse du Berghof. Elle dit à sa sœur « Himmler me donne des frissons dans le dos ». Himmler est le chef des SS et Heydrich le chef de la Gestapo. Des spécialistes ont pu détecter leur dialogue. « Rien ne doit nous distraire de notre projet », dit Himmler, en souriant à l'idée de tuer les Juifs. Pendant que se trament les horreurs de la guerre et de la Shoah, Eva Braun, toujours aussi indifférente, met en scène sa mère devant une agence de voyage de Munich. La famille Braun embarque pour une croisière dans le Grand Nord. Hitler a bien recommandé à Eva Braun de ne pas s'exposer au soleil qui, dit-il, provoque le cancer de la peau.
Marqué par l'alcoolisme de son père, Hitler interdit la consommation d'alcool en sa présence. Mais comme chaque fois qu'il est loin, Eva Braun fait la fête. Elle tourne avec soin son premier grand film documentaire, rêvant d'égaler Leni Riefenstahl. À son retour au Berghof, Eva Braun filme une atmosphère très différente de celle de son départ. Les SS de la garde sont en grande tenue, même les serveurs de la terrasse. Elle est alors témoin d'un tournant de l'histoire. Tous les chefs nazis sont convoqués, tel Joseph Goebbels, le maître de la propagande, qui arrive en claudiquant, avec son pied beau. Joachim von Ribbentrop, le représentant en Champagne, devenu ministre des Affaires étrangères parce qu'il parle anglais et qu'il sait tenir une tasse de thé. Ribbentrop expose à Hitler dans son bureau du Berghof les résultats de son voyage à Moscou. Il vient de signer avec Staline le pacte germano-soviétique, dont la photo, signée Hoffmann, est un choc pour les communistes du monde entier et pour les nazis. Hitler explique qu'il vaut mieux s'allier provisoirement avec Staline pour ne pas avoir à se battre, comme en 1914, sur deux fronts. Ce pacte laisse le champ libre à Hitler. Le 1er septembre 1939, il lance son armée sur la Pologne. La Grande-Bretagne et la France, alliées de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. Eva Braun est inquiète, comme tous les Allemands. Hitler la rassure, ça ne durera que 3 semaines. Effectivement, en 3 semaines, après ce qu'il appelle la Blitzkrieg, la guerre éclair, Hitler est devant Varsovie, qu'il fait bombarder sans raison militaire pour impressionner les Anglais et les Français qui ne bougent pas. Immédiatement se met en place une administration allemande et la chasse aux Juifs commence. Ils vont désormais vivre un martyre dont nous n'avons pas idée. Rarement dans l'histoire des hommes, une telle horreur s'est abattue sur des êtres humains. Hommes, femmes, enfants sont parqués dans le ghetto de Varsovie, séparés par un mur de 3 mètres, réduits à la famine. Certains finiront par se révolter, quelques-uns même par survivre, la plupart mourront, tués, gazés ou brûlés à Treblinka. Pendant ce temps, Eva Braun soigne sa ligne, dans une cruelle indifférence à la barbarie nazie. Elle se sent appartenir à la race des seigneurs. Elle glisse sur le malheur. Eva Braun est à l'unisson de l'Allemagne, endoctrinée et fanatisée. Chaque Allemand peut se réveiller le matin en se disant avec satisfaction « Quel bonheur de ne pas être juif ». Hiver 39-40. Eva Braun filme. Hitler fait de longues promenades avec Speer et parle d'architecture, sa vocation refoulée. Ils veulent faire de Berlin la plus belle ville du monde. Elle sera rebaptisée Germania. Pendant ce temps-là, sur le front,
les Français ne bougent pas. Ils appellent cela la drôle de guerre, et les Allemands la Sitzkrieg, la guerre assise. Hitler prépare l'offensive contre la France. Le printemps a toujours été, dans l'univers nazi, l'occasion d'une série de fêtes. À Pâques, les nazis célèbrent le renouveau de la nature et l'anniversaire du Führer. Au Berghof, Eva Braun met en scène l'événement. Dans la grande serre, aménagée pour cultiver en toute saison les légumes indispensables à Hitler, strictement végétariens, les enfants de Bormann et de Speer cherchent les œufs de Pâques. Eva Braun, elle aussi, rêve d'avoir des enfants comme toutes les Allemandes, à qui la propagande hitlérienne conseille frénétiquement d'assurer la relève de la race pure et les effectifs des armées. 5 millions de jeunes Allemands vont mourir pour Hitler. Le 20 avril 1940, Hitler a 51 ans. Les premiers à le féliciter, son photographe, Heinrich Hoffmann, son médecin, le docteur Morel, sa secrétaire, Gerda Christian, son compagnon des tranchées, Max Amann, et les Bormann. Eva Braun tourne pour le grand film qui sera projeté après la victoire. Ainsi seront montrés les fidèles des fidèles et les humbles serviteurs, les cuisinières, les femmes de chambre et leurs enfants qui pourront dire un jour aux enfants de leurs enfants « J'ai été touché par le Führer lui-même ». Mais le moment est grave. Le pays est en guerre. Hitler s'attend à un affrontement difficile. Il a du respect pour l'armée française depuis Verdun. Le 10 mai 1940, il lance l'offensive contre la France selon un plan risqué qu'il a imposé à ses généraux. Hitler est proche de ses soldats. Il aime la guerre. C'est la guerre qui l'a sorti de la rue en 1914. Il n'arrivait à rien, il s'est engagé et l'armée est devenue sa vraie famille. Sa seule véritable intimité, c'est avec les soldats. Fanatisés, les Allemands réussissent, en quelques semaines, à vaincre l'armée française, malgré une défense acharnée. Pour Hitler, le symbole de cette victoire, c'est la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Strasbourg est de nouveau uni au Reich. Le 22 juin 1940, Hitler arrive dans la fameuse clairière de Compiègne, où fut signé dans ce wagon historique l'armistice du 11 novembre 1918 qui consacrait la victoire de la France. Hitler a fait sortir le wagon de son musée, il l'a fait replacer ici pour que l'humiliation des Français soit complète. Le traité de Versailles est effacé, comme il l'avait prédit dans Mein Kampf. Le soir même, Eva Braun fait la fête dans sa maison de Munich avec parents et amis, comme tous les Allemands.
Les Français, qui ont fui par millions dans un gigantesque exode, reviennent chercher leurs voitures, abandonnées pendant les mitraillages. Les Allemands conduisent vers les camps de prisonniers 2 millions de soldats français. Le premier train allemand arrive gare de l'Est avec les troupes d'occupation et le premier contingent de la Gestapo. Le lendemain de l'armistice, le 28 juin 1940, à l'aube, Hitler est à Paris. Il dit aux reporters des actualités allemandes « C'est vraiment une ville très belle, mais Berlin sera encore plus belle. » La Madeleine. Place de la Concorde. Der Triumphbogen. Trocadero. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Berlin, 6 juillet 1940, c'est le triomphe d'Hitler. Parmi les milliers de lettres que reçoit le Führer, celle d'une Allemande. Cher Führer, la victoire est dans tous les cœurs, la prise de Paris. Maintenant, l'œuvre est accomplie. Mon Führer, nous avons confiance en vous. Tous disent, c'est le Führer qui décide. Je vous dis toute ma gratitude et je vous exprime mon profond amour. Eva Braun filme ce triomphe d'Hitler de sa chambre de la chancellerie à Berlin. Le petit agitateur d'extrême droite qu'elle a rencontré 10 ans plus tôt est devenu le maître du monde. Il repart pour en finir avec la Grande-Bretagne. Sur les côtes de la Manche, il ordonne la préparation d'un débarquement en Angleterre qui n'aura jamais lieu. Ce que recherche Hitler, c'est à se débarrasser de son pire ennemi, celui qu'il appelle cet ivrogne de Churchill. Hitler lance ses bombardiers. Ainsi s'engage la bataille d'Angleterre. Pendant ce temps, au Berghof, Eva Braun se change 6 fois par jour et redistribue ses robes à ses sœurs. Le Führer est de retour. Il est accompagné de Speer, toujours aussi présent. Hitler vit désormais les 2 tiers de son temps au Berghof, l'endroit où il se sent le plus en sécurité. Il passe ses soirées à visionner des films. Très tard, Eva Braun montre ses tournages érotiques. Ces images sont les plus révélatrices d'Eva Braun. Elle montre son corps, la seule chose qui l'intéresse. Hitler se couche rarement avant 3 heures du matin et se fait réveiller vers midi. Un frugal déjeuner, et il fait de longues promenades avec ses principaux conseillers, comme ici Ribbentrop. Il parle de la suite de la guerre, à l'Est,
Ce que veut Hitler, c'est conquérir les terres de l'Est pour les redistribuer aux Allemands. Il contemple cette montagne en forme de table où la tradition allemande situe la tombe du grand empereur germain Frédéric Barberousse. Barbarossa, c'est le nom qu'Hitler choisit pour ce plan d'invasion de l'Union soviétique. Hitler se méfie, avec raison, de l'hiver russe. Il faut attendre le printemps suivant. Fin juillet 40, Eva Braun, toujours aussi indifférente au sort du monde, embarque, caméra au point, avec sa famille, dans l'avion du Führer. Un Focke-Wulf 200 Condor, qui finira 2 ans plus tard par être abattu en transportant des cadeaux de Noël d'Hitler à ses soldats. Pour ce voyage de juillet 40, Hitler a dépêché son pilote attitré, Hans Bohr. Ce film d'Eva Braun est un témoignage rare sur l'atmosphère de l'avion personnel d'Hitler. Large fauteuil de velours aux teintes de bon goût. Rien n'est trop beau pour les familiers du Führer, parmi lesquels figurent désormais les parents d'Eva Braun. Ils sont maintenant très fiers de la réussite de leur fille, qui est reçue en ambassadrice par des officiers et des diplomates allemands. Eva Braun passe ses vacances à Portofino, à l'hôtel Splendido, le plus sélect de l'époque, fréquenté par les stars. Quel bonheur de se rouler dans les vagues chaudes, alors que l'Europe souffre et que l'Angleterre résiste sous les bombes. Ce sont les dernières vacances d'Eva Braun. Début juin 1941, elle filme Hitler avec le général SS Sepp Dietrich, l'un des chefs militaires nazis les plus brutaux, l'un des plus brillants aussi. Dietrich, comme des millions de soldats allemands, se prépare au combat mortel contre Staline. Sur le papier, tout est réglé, dans les moindres détails. La Blitzkrieg aura vite fait de casser le russe. Un dernier au revoir à la sœur d'Eva Braun, Gretel, que manifestement Sepp Dietrich convoite. La bise aux enfants de Speer. Et c'est le grand départ. Sans déclaration de guerre. L'effet de surprise joue d'autant plus que Staline met plusieurs jours à réagir. Et ce temps perdu permet aux Allemands de parcourir 1000 km et de faire 3 millions de prisonniers. La plupart d'entre eux vont mourir de faim. Hitler, accompagné d'Himmler, félicite Sepp Dietrich et le décore d'une nouvelle croix de fer. Hitler tire les conséquences de son avance foudroyante en Russie. Plusieurs millions de Juifs vivent dans ces régions. Il faut les faire mourir.
Il ordonne à Himmler de mettre en action immédiatement des groupes de tueurs, les Einsatzgruppen, dont un détachement sera commandé par le jeune général SS Fegelein. Les Einsatzgruppen vont pendre, fusiller, gazer dans des camions 500 000 innocents dans les premiers mois de l'offensive. Hitler échoue devant Moscou. C'est sa première défaite. Il rentre au Berghof, chercher du réconfort auprès de sa chienne. Son armée, prise dans la boue de l'automne, puis dans la glace de l'hiver russe, meurt de froid parce que le chef n'a pas voulu leur donner des vêtements chauds. Eva, en revanche, est de plus en plus heureuse. Hitler se rapproche d'elle. Ses amis l'appellent maintenant la femme du chef. Hitler repart l'année suivante. Il reprend son train spécial pour le front de l'Est. Il a décidé d'en finir une fois pour toutes avec les Russes. Il réunit la plus grande armée de l'histoire avec le plus grand nombre de chars et d'avions. L'ennemi soviétique s'est révélé plus coriace que prévu. Cette fois, il le brisera dans une grande percée vers le sud, vers le pétrole, vers la ville de Stalingrad. Eva Braun passe la saison sans Hitler. Elle est seule au Berghof. Elle s'occupe, elle invite des amis. Elle filme cette belle inconnue qui lui jette un curieux regard. Elle filme les enfants, ceux d'Herta Schneider, sa meilleure amie depuis l'école primaire. Eva Braun continue à rêver de maternité. Pourtant, elle a entendu Hitler tenir des propos inquiétants à l'égard de son éventuelle descendance. Les enfants d'un génie, dit-il en toute simplicité, ont d'énormes difficultés dans la vie. Ce sont toujours des crétins. Hitler tue ce qu'il appelle les crétins. Dans son empire, il gaze les handicapés et il fait tourner des films pour montrer aux Allemands le bien fondé de cette euthanasie d'État qui supprime les bouches inutiles. À la Noël 1942, alors que la 6e armée agonise à Stalingrad, Hitler se fait complaisamment filmer par Eva Braun, entourée d'enfants. Il les touche, il se rassure. Sa grande offensive a échoué. 200 000 Allemands ont été tués ou faits prisonniers par l'armée rouge. Eva Braun ne s'en fait pas. Elle est de plus en plus certaine de la victoire. Elle croit, comme tous les Allemands, que les armes secrètes vont renverser la situation. Comme les fusées V2 qu'Himmler inspecte à Peenemünde, sur la côte de la Baltique. Il les fait construire par ses déportés, dans des conditions effroyables. Mais elles ne sont pas encore au point.
père est devenu ministre de l'Armement. Il fait montre de qualité d'organisateur exceptionnelle qui prolonge la guerre. Malgré les bombardements, il fait produire plus de chars, plus d'avions qu'en 1940. Hitler semble bien fatigué. Sa moustache a blanchi, son teint est devenu cireux. Le docteur Morel lui injecte de quoi tenir. Sur ses lèvres, on peut lire « Tu devrais arrêter de filmer un vieil homme comme moi. C'est toi qu'il faut filmer. » Il se lance dans d'interminables monologues. Ce sont des propos de table que Bormann fait soigneusement noter. Hitler dit en 1943 « Le coup le plus dur pour l'humanité, c'est le christianisme. Le communisme est l'enfant du christianisme. Tout ça, c'est des inventions des Juifs. » Plus rien ne peut sauver l'Allemagne qui s'écroule sous les bombes. Il ne peut plus vaincre, mais il peut encore tuer. Il veut aller au bout de sa mission, éliminer les Juifs. La solution finale, le génocide de tous les Juifs, entre dans sa phase démentielle. Les trains de marchandises bourrés d'êtres humains foncent vers les chambres à gaz et les crématoires. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont assassinés. Dans les centaines de camps, des millions d'êtres meurent de faim et de coups. Cette guerre aura fait 50 millions de morts. À quelques jours du débarquement allié en Normandie, Hitler marie la sœur d'Eva Braun, Gretel, avec le sinistre général SS Fegelein, l'assassin des Einsatzgruppen. Les témoins sont Bormann et Himmler. Le marié boit dans la coupe du Graal, selon le rite des SS. Fegelein est l'homme de liaison d'Himmler auprès d'Hitler. Son entrée dans le cercle le plus intime est un pas de plus dans la mainmise totale des SS. Gretel se fait belle parce qu'elle va rencontrer le Führer. Hitler a voulu aussi ce mariage pour faire patienter Eva Braun, qui lui a dit « Je veux que ces noces soient très belles, comme si c'était les miennes. » Les parents d'Eva Braun sont là, mais pas sa grande sœur, Ilse, qui a aimé un juif et qui cache à peine son hostilité au Führer. Eva Braun lui a dit « Si tu continues, tu finiras dans un camp de concentration et je pourrai rien faire pour toi. » Ce qui prouve qu'elle sait. Les enfants d'Hertha, la fidèle amie d'Eva Braun, viennent attendrir l'atmosphère. Gretel aura bientôt une fille qu'elle appellera Eva et qui se suicidera à 20 ans. Gretel ne vivra pas longtemps avec Fegelein. Le petit bourreau sera fusillé par Hitler 6 mois plus tard pour trahison.
Tous se rendent ensuite au Nid d'Aigle pour la dernière fois. Ce sont les dernières images des films d'Eva Braun. Hitler repart pour Berlin bombardé nuit et jour, puis encerclé par les Russes. Il interdit à Eva Braun de le rejoindre. Elle est à l'abri à Munich, que les Américains vont atteindre bientôt. Elle désobéit et le rejoint dans le bunker. Il l'épouse. Ils se suicident tous les deux. Les habitants de Berchtesgaden pillent les affaires et les provisions d'Eva Braun. Le Berghof a été bombardé. Il ne reste plus grand-chose du décor du film d'Eva Braun. La serre a été cassée. Les soldats français de la 2e division blindée et les para-américains piétinent le grand bureau d'Hitler. Que sont devenus les personnages si importants de la terrasse? Ils sont tous morts, suicidés, ou en attente d'être jugés, comme Hoffmann, le photographe, qui avait présenté Eva Braun à Hitler. Il sera condamné comme profiteur du régime. Mais qui n'a pas profité du régime, se défend Hoffmann. Qui n'a pas chanté les louanges d'Hitler ou acheté mes livres? Il va passer de longues années en prison, comme le général SS Sepp Dietrich, accusé de crimes de guerre. Les nazis sont maintenant des hommes traqués. Eva Braun reste un mystère, celui de l'Allemagne. Elle a aimé Hitler comme l'Allemagne. L'Allemagne et le monde ont descendu les marches de l'enfer. Eva Braun, comme tant d'autres, a fermé les yeux. Elle n'a jamais eu le moindre remords, au contraire. Elle a tout fait pour laisser une trace de ces 13 années passées aux côtés d'Adolf Hitler. Quand elle a vraiment pris conscience que la fin était proche, elle a fait mettre en lieu sûr ses films et ses albums qui nous ont permis aujourd'hui d'entrer dans l'intimité d'Hitler.